Très heureux de vous retrouver dans cet autre numéro de votre émission Atarbir sur Business 24 Africa. À l'instar des éditions précédentes, je suis accompagné de Aïssata. Assalamu alaikum Adja. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Danongo. J'espère que tu vas bien. Je vais très bien. Alhamdoulilah, nous espérons également que vous allez bien de votre côté. Alors, c'est avec un réel plaisir que nous vous retrouvons pour ce dernier numéro de l'émission Atarbir. Le contenu va subir un léger aménagement et nous vous proposerons un nouveau contenu, Inch'Allah, dans les prochaines semaines. Et toujours dans les t-shirts du Saint-Pétir, alors, comment s'est passé le dépistage? La santé est un sujet très très délicat et très important. Sans la santé, nous ne pouvons rien, et ça tout le monde le sait d'ailleurs. Alors, le CNPTIR poursuit sa séance de dépistage gratuit au sein du CHU de Trashville de Cocody, ici à Abidjan, jusqu'au 31 mars. Alors, si vous n'avez pas encore fait votre dépistage, n'hésitez pas à passer sur les sites. La seule condition, c'est de venir à Jean. À partir de 8 heures, une équipe dynamique est disponible pour vous recevoir et faire les dépistages. Car attention, l'insuffisance rénale est un tueur silencieux. Et s'il est détecté tôt, vous serez rapidement pris en charge, Inch'Allah, et qu'Allah nous accorde vraiment un prompt rétablissement d'abord aux malades et qu'Allah nous accorde une santé de fer. Hein, alors, quand on est en bonne santé, ce qui nous reste, c'est de s'habiller. Et surtout qu'on prépare les fêtes de fin du Ramadan. Mais il n'est pas encore trop tard. On parlera maintenant de SAP. Après la santé, on parlera de SAP. On revient juste après ce spot. L'Amiara frappe fort pour ce Ramadan 2025. Oui, vous avez bien entendu. Un complet de basin riche acheté, un complet offert. Et ce n'est pas tout. Le prix dégringole de 10 000 francs CFA à seulement 5 000. Plus de 100 couleurs et motifs pour sublimer vos tenues. Disponibles dans tous nos enseignes à Abidjan et à l'intérieur du pays. Chaque achat vous offre automatiquement un ticket de tombola ainsi que de nombreux lots à gagner. Achetez et tentez votre chance d'être l'un des heureux gagnants. Ne ratez pas cette offre exceptionnelle. L'Amiara, roi du bazin numéro 1, l'élégance à prix imbattable. Infoline 07 88 88 88 06. Dans cet autre numéro de votre émission Atarbir, l'économie halal est toujours au rendez-vous. Le consultant maison, Sori Touré, nous fait un décryptage toujours sur la notion du halal. Le concept de halal toyib est très important. Vous voyez, Allah est très grand et il est le savant, l'alim. Et il a dit halalan et il a dit toyiban. Donc c'est halal, mais ça doit être toyib. Donc halal, ça veut dire que c'est permis dans l'essence, c'est-à-dire de façon originale, la chose est permise. Et toyib, ça veut dire que la chose est bonne. C'est bon à la cause, c'est bon pour être consommé, c'est bon pour être utilisé. Donc il y a une autre couche qui vient s'ajouter dessus et là on rentre dans la démarche qualité. Bon, vous voyez déjà, Allah subhanahu wa ta'ala parle déjà de la démarche qualité. Aujourd'hui on parle de démarche qualité dans les entreprises. Le Coran en a déjà parlé depuis très très longtemps. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons, il faut avoir une certaine démarche qualité dans la façon de le faire. Il faut que la chose soit licite, mais aussi il faut que la chose soit bonne, ça soit de qualité, ça soit vraiment quelque chose qui est conforme, pas seulement pour nous, mais qui peut protéger aussi l'environnement. Dans la consommation, il y a la question de protection de l'environnement, il y a la question de protection en fait, des êtres humains, de tout ce qui nous entoure, dans notre façon de consommer. Aujourd'hui, ce concept de halal, vous voyez, a dépassé en fait le simple facteur religieux. Aujourd'hui, c'est devenu vraiment un mode de consommation. Des musulmans, mais des gens qui ne sont pas musulmans, mais qui aujourd'hui recherchent en fait, les produits halal à cause de la qualité qu'il y a dans ces différents produits. Et c'est en cela que le concept de certification halal est venu dans le milieu musulman et aujourd'hui qui s'est étendu en fait sur toute la planète. Vous avez des certifications au niveau des différentes régions. Il y a des démarches qualité aussi qui ont été conçues pour pouvoir valider en fait ces produits halal. Et comme on l'avait dit dans l'ancienne émission, vous avez la démarche de certification halal dans le secteur financier et la démarche de certificat halal dans l'économie réelle, qui sont deux démarches un peu différentes. Le secteur financier, qui est le secteur dans ce qu'on parle de secteur financier, vous avez, là encore, vous avez encore des sous-groupes. Vous avez la partie bancaire, vous avez donc les banques islamiques, vous avez la microfinance islamique, vous avez l'assurance islamique,
vous avez les marchés financiers islamiques. Donc, dans les marchés financiers islamiques, vous avez tout ce qu'on appelle les obligations islamiques. Bon, c'est par défaut, on le dit obligations, mais il y a ce sont des soukouk. Et vous avez aussi les fonds d'investissement islamiques. Et vous avez le fonds commun de placement islamique qui existe. Donc là aussi, il y a la démarche de certification qui veut se rassurer en fait que ces produits-là sont exempts en fait de tout ce qui est haram. Donc il n'y a pas d'usure, donc des riba là-dedans, il n'y a pas de gara, c'est-à-dire l'incertitude. Il n'y a pas aussi le financement d'activités qui sont illicites par nature au niveau de la religion, comme la viande de porc, je vais dire l'industrie de la pornographie. En fait, tous ces différents éléments qui sont interdits, on ne doit pas les financer. Et aussi, après, vous avez aussi des produits qui sont développés dans l'industrie aussi, dans le secteur financier, qui sont basés sur des contrats islamiques, donc qui rentrent encore dans tout ce qui est dit la jurisprudence des transactions financières et économiques qui donnent des contrats. Donc là, on a une démarche aussi de certification qui existe. Et généralement, ceux qui le font dans ces institutions financières, dans le secteur financier, c'est vraiment donné à un groupe de personnes qu'on appelle la Sharia Board, qui existe dans toutes les institutions financières islamiques, qui se rassurent effectivement que les produits, les processus, les activités qui sont en train d'être menées par ces institutions-là sont licites. Ensuite, vous avez l'économie réelle. Donc, comme je l'ai dit, dans l'économie réelle aussi, vous avez des secteurs. Donc, vous avez le secteur de la nourriture. Dans ce secteur-là aussi, il faut se rassurer que ce qui est consommé ne contient pas, en fait, d'ingrédients qui sont illicites. Vous verrez que, par exemple, il y a des nourritures qui contiennent de la gélatine de porc. Il y a aussi des nourritures, peut-être, la manière de conserver ne sont pas vraiment des choses qui sont halal. On peut avoir des éléments qui vont se fermenter, donc qui seront illicites à la consommation. Vous avez aussi dans le secteur, je vais dire, des médias et de divertissement aussi, il y a la façon aussi de se divertir. Il y a des types de musique que le musulman doit écouter, il y a des types de musique qu'il ne doit pas écouter. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui vont rentrer en jeu. Vous verrez aussi qu'il y a la partie pharmaceutique, les produits que nous consommons, qui sont souvent bien meilleurs en réalité, qui contiennent en fait des produits qui sont haram, comme je l'ai dit, on a dit qu'ils sont illicites par nature. Donc ces produits-là, il faut se rassurer que tous les produits pharmaceutiques qui sont en train d'être développés ne contiennent pas d'éléments illicites. Et il y a toute une démarche aussi qualité pour pouvoir certifier ça. Ensuite, vous avez aussi la partie cosmétique. Donc, c'est vrai que ça concerne beaucoup les femmes. Les produits de consommation des rouges à lèvres. Vous savez qu'il y a des rouges à lèvres même qui contiennent aussi de la gélatine de porc. Donc, il faut faire très attention lorsque nous consommons, nous utilisons ces produits, des pommades aussi qu'on ne doit pas utiliser, les femmes ne doivent pas utiliser que les hommes, des parfums aussi qui peuvent contenir de l'alcool. Donc, il faut faire attention à cela. Ensuite, vous avez aussi la partie tourisme. Il faut faire attention aux endroits où nous partons, les endroits que nous installons pour voir effectivement si c'est permis. Donc, vous avez ce branding halal qui existe aujourd'hui dans le monde où vous avez des hôtels qui respectent certains normes du halal dans des pays comme la Turquie, en Malaisie, en Indonésie, en Arabie Saoudite. Vous avez ces différents concepts. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite est en train de développer tout ce qui est concept de tourisme halal autour de la Mecque, de Médine. Donc, vous voyez, ce sont de nouveaux brandings qui vraiment existent. Et puis, il y a la partie, ce qu'on appelle le modest fashion, donc qui est la mode humble, qu'on peut traduire ainsi. Donc, cette mode-là, c'est vraiment tout ce qui est élément vestimentaire. Donc, il y a tout un ensemble aujourd'hui d'industries qui se développent. Vous vous rappelez effectivement avec les bouquinis qui avaient fait en fait ce tollé au niveau du monde lorsque des pays ont interdit à certaines femmes de porter leurs vêtements, en fait, d'aller dans les endroits pour se divertir. Donc, il y a tout un ensemble de concepts qui se créent. Aujourd'hui, c'était des maillots de bain, mais les gens ont réfléchi, ils sont venus avec d'autres vêtements qui couvrent, en fait, la femme, qui lui permettent de se divertir tout en étant dans les normes islamiques et dans un cadre aussi qui respecte les principes où on ne se trouve pas avec des hommes, il n'y a pas de mixité. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Ce qu'il faut remarquer et qui est important de noter, c'est qu'aujourd'hui, cette industrie du halal, en 2023 et 2024, on l'estimait à 2200 milliards de dollars. Et l'industrie qui prend la plus grande partie, c'est la partie de la finance islamique qui prend à elle ce 55,6%. Et ensuite, il y a la nourriture qui représente un peu 1000 milliards de dollars. Après, vous avez aussi tout ce qui est, je vais dire, mode et divertissement qui se trouve à 388 milliards. Et puis les autres qui descendent à 200 et on se retrouve au dernier cosmétique qui se retrouve à 88 milliards de dollars. Donc, c'est vraiment une industrie qui est en plein essor. Mais ce qui va vous sembler extraordinaire, c'est que cette industrie n'est pas dominée par les musulmans. Donc,
plus de 80% de l'industrie du halal est dominée par des pays non musulmans en termes de production. Les musulmans sont des consommateurs, je veux dire, mais en termes d'exportation, ce ne sont pas ces pays-là. Le premier, c'est la Chine. Ensuite, vous avez les pays comme le Brésil. Vous avez aussi les pays comme l'Inde, la Turquie. Donc, ça veut dire qu'il y a une part du marché à prendre pour les musulmans pour aussi développer cette activité. C'est la même chose aussi dans nos pays, dans notre tropique. En Côte d'Ivoire, on est un pays qui est agricole, donc on fait de la production. Il y a beaucoup d'opportunités à saisir à ce niveau-là. Mais tout ça, ça va tourner autour de la façon dont on va faire ce branding, comment on va faire cette certification halal, afin de rassurer en fait les populations en interne. Et non seulement ces populations, mais aussi bénéficier de l'exportation vers d'autres pays de l'OIC qui sont en demande de ces produits halal. Nous sommes dans le dernier numéro pour ce mois de Ramadan et il est important de prendre aussi le pouls de l'actualité. Le Ramadan tire à sa fin et l'actualité, quant à elle, elle reste toujours dynamique. L'imam a dit tout à l'heure, Dieu fait qu'il nous rappelle pour certaines situations que nous sommes tous enfants d'une même famille. Donc on nous rapproche. Donc en ces temps de Ramadan et en ces temps de carême, il faut que nous partageons. C'est un moment de partage, un moment de remise en question, un moment de jeûne. Et nous sommes venus aujourd'hui dans notre maison, parce que ici c'est notre maison. Nous sommes venus voir nos frères, nos doyens. Nous sommes venus voir nos mamans, qui sont toujours à nos côtés et qui prient pour nous, pour leur dire que nous sommes avec eux. Et ce moment-là qu'il vous faut faire comprendre à tout le monde que, d'accord, il y a les élections en 2025, mais nous devons préserver une chose, c'est la Côte d'Ivoire, notre pays. Donc tout ce que nous avons à faire, c'est d'aller en bonne relation et aller dans le calme et dans la paix. Parce qu'il y a aujourd'hui, il y a les élections, mais il y a demain, nous devons vivre ensemble. Nous sommes dans une année électorale. Dieu nous donne l'opportunité de nous rappeler à nous tous, chrétiens, musulmans et ceux mêmes qui sont dans d'autres confessions, que nous sommes sur cette terre qui est la Côte d'Ivoire. Alors elle nous appartient à nous tous. Nous sommes des enfants de même père, mais de mères différentes. Et donc nous devons nous assister. C'est pourquoi ce don ne nous surprend pas, je l'ai dit. Si monsieur le maire, on ne l'avait pas vu, c'est ce qui devait surprendre les musulmans. Chaque année, il l'a fait. Il l'a même fait avant d'être maire. Donc s'il continue de le faire, ça ne peut que nous réjouir et montrer aux faces des Ivoiriens et de tous ceux qui nous regardent partout dans le monde, parce qu'on peut regarder El Bayan partout dans le monde aujourd'hui, que chez nous ici en Côte d'Ivoire, nous restons unis. Ces hommes et femmes sont membres de la mutuelle de développement de Baplé. C'est dans l'ouest ivoirien, en pays ouest. Ils répondent à l'invitation de l'un des leurs, El Hadj Ibrahim Salogo, fils de Baplé, dans le cadre de cette lecture collective. Deuxième du genre qui l'initie, en moins d'une semaine à sa résidence abiyanaise en ce mois béni de Ramadan. Une rencontre familiale en somme pour des fils et filles d'une même localité autour d'un plat et de la prière. Le frère Ibrahim Salogo, c'est une référence pour nous et la satisfaction est totale. Et je pense que cela va permettre encore de renfermer notre lien et de nous rapprocher davantage pour que notre belle sous-préfecture connaisse également plus de développement. Également convié à cet acte de partage voulu par les livres saints, l'amicale des musulmans retraités du corps des armées, des guides religieux, des voisins, des proches et collaborateurs. Si nous constatons aujourd'hui qu'il y a des turbulences par-ci, par-là, la source même, c'est le manque de partage. Le partage est une recommandation divine. Donc, ce soit notre frère El Hadj Salogo Ibrahim a voulu. L'homme, nous prions que Dieu puisse encore avoir sa main sur lui et fasse en sorte que ses affaires vraiment se développent et qu'il puisse rester longtemps pour continuer ses œuvres. Cette lecture collective des jeunes vient après une autre ici même il y a quelques jours où Ibrahim Salogo avait convié des opérateurs économiques, des diplomates et des chefs de communauté. Des moments de retrouvailles et de fraternisation que le chef d'entreprise explique par sa volonté de partager avec son prochain. Partager, c'est une grâce. Ce n'est pas permis à tout le monde d'avoir accès à se faire utile. Mais si Dieu te permet de le faire, on dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc moi, c'est une joie et c'est une fierté.
Les ruptures collectives en période de jeûne et la famille Salogo remontent à plus d'une décennie. Alumni du programme MD Business School, pour les rappels, Salogo Ibrahim est directeur général des ECOB, une entreprise spécialisée dans la construction, la rénovation et l'ingénierie dans le domaine du génie civil. C'est dans une atmosphère empreinte de recueillement que les fidèles musulmans ont vécu la nuit du destin à la mosquée Mohamed VI. Ce temps de prière, également connu sous le nom de Laylat al-Qadr, revêt une signification particulière dans le calendrier islamique célébré durant le mois de Ramadan. Elle est considérée comme la nuit où le Coran a été révélé au prophète Mohammed par l'ange Djibril, un moment clé qui marque le début de la guidance divine pour l'humanité. À cette occasion, une conférence animée par le calife général Moustapha Sonta a captivé l'auditoire. Le jeûne va à sa fin. Donc l'appel que je lance pendant ce mois de Ramadan, les gens ont été galvanisés. Les musulmans ont repris leur force spirituelle. Les musulmans ont eu la force de faire des prières, de faire le jeûne, de faire les sacrifices, de faire des dons, de faire des largesses. Moi, l'appel que je lance, qu'il reste dans cette lancée. Après le Ramadan, les fidèles musulmans ont été invités à réfléchir sur leur propre parcours spirituel et renouveler leur engagement envers leur foi. Ce qui m'a marqué, c'est quand l'imam m'a parlé de la paix, comment un musulman doit se tenir. En tout cas, on a appris beaucoup de choses aujourd'hui, machallah. On est là, toute la famille, avec les enfants. Bon, on est content pour ce jour-là. On demande que Dieu n'a qu'à faire la paix pour ce pays pendant la prière. Et il fait de bonnes bénédictions là pour toute la famille ivoirienne et marocaine. Cette soirée de prière a été une belle illustration de la force d'une communauté unie autour de la foi, offrant à chaque fidèle l'opportunité de se reconnecter avec sa spiritualité et de célébrer les bénédictions que cette nuit sacrée offre aux fidèles musulmans. Subhanallah. Le Hajj, un voyage unique, un moment de dévotion et de bénédiction. Choisissez Al-Houda Voyage. Avec nous, vous bénéficiez d'un billet d'avion aller-retour, d'un hébergement à Médine et à la Mecque, d'une restauration complète, d'une assistance médicale et d'un encadrement religieux rigoureux. Al-Houda Voyage, c'est aussi des formations spirituelles approfondies avec des imams de grande renommée. Les départs du Hajj sont du 21 au 23 mai et les retours du 14 au 16 juin 2025. Nos agences sont situées à Yopougon Cosmos, à Yopougon Ouassakara Mosquée Tafik et à la Riviera Palmeraie. Réservez dès maintenant votre voyage de foi avec Al-Houda Voyage. Notre mission, sévit le pèlerin. Si vous venez de nous prendre en marche, sachez que vous suivez toujours votre émission à Tarbir sur Business 24 Africa. Et cette fois-ci, nous avons un invité qui va nous parler de sujets importants. C'est la Zakat el-Fitr. La semaine dernière, nous avons abordé un pan sur la Zakat el-Fitr. On la clôture toujours avec l'imam Kodé Daoud. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Qui donne la Zakat al-Fitr? D'après Omar ibn Omar, dit, rapporté par Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a institué la Zakat el-Fitr, rupture du jeûne de Ramadan, de valeur des Ansar. Comme la première partie, nous avons défini de ça, qui est unité des mesures de la Zakat el-Fitr dans les temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les sa, un sa de date ou d'orge par tout musulman, libre ou non, c'est-à-dire esclave, grand ou non, c'est-à-dire même un petit, homme ou femme, c'est-à-dire le chef de la famille s'acquitte pour toute la famille, ceux qui sont sous sa couverte. Pour cela, à qui donner la Zakat el-Fitr, c'est-à-dire qui reçoit la Zakat el-Fitr. Après avoir connu qui doit donner la Zakat el-Fitr, il faut aussi savoir à qui il faut donner la Zakat el-Fitr. La Zakat el-Fitr est donnée comme toute autre
zakat comme tout autre au monde, mais les pauvres, ils sont prioritaires. Car le prophète Mohammed nous dit, épargnez-les de la mendicité de ces jours de la fête. Alors, même si la zakat al-fitr peut être donnée à tout nécessiteux, mais le pauvre a la priorité, vu que lui, il a besoin que la nourriture de ces jours. Donc la priorité est donnée au pauvre qui a besoin de la nourriture de ces jours. Maintenant, il faut parler des temps d'obligation de la zakat al-fitr. La zakat al-fitr devient obligatoire du coucher du soleil du mois de Ramadan, du dernier jour jusqu'à la prière de l'Eid al-Fitr. Comme précédent, dans les hadiths Ibn Abbas, celui qui la donne avant la prière, elle est acceptée comme zakat al-fitr, et celui qui la donne après la prière, elle est considérée comme toute autre aumône, mais qui n'est pas la zakat al-fitr. Mais il est permis de s'acquitter 2 jours avant échéance jusqu'à la prière de l'Eid al-Fitr. Ibn Umar nous dit, dans un hadith, qu'Allah soit satisfait de lui. Il donnait l'aumône de la rupture du jeûne 1 ou 2 jours avant l'Eid al-Fitr. La zakat al-Fitr est donnée aux pauvres les plus proches. Si le pauvre est un membre de la famille et votre voisin, il est plus proche qu'un membre, un voisin qui n'est pas de votre famille. Donc ainsi de suite. Mais il ne faut pas faire déplacer la zakat al-fitr d'un quartier à un autre quartier, d'une ville à une autre ville, comme les gens le font. Maintenant, ceux qui sont à la diaspora, souvent il y a 2 cas. Le premier cas, c'est qu'ils n'ont pas un endroit où il faut verser la zakat al-fitr. Pour cela, eux, ils peuvent regarder leur pays, puisque leur pays est aussi proche d'eux, même si ce n'est pas physique, mais c'est proche d'eux quand même, parce que c'est les pays des natifs. Pour cela, ils peuvent envoyer aux pauvres de leur pays. Mais ceux qui en ont les moyens ou la possibilité de donner à un nécessité ou à un pauvre à côté de lui là-bas, en diaspora, elle est préférable de donner à un nécessité à côté de vous que de faire déplacer d'un pays à un autre pays. Maintenant, il faut savoir quelques remarques concernant la zakat al-fitr. La femme riche peut remettre sa zakat al-fitr à son mari pauvre et non le contraire, car c'est le mari qui a les charges de la maison. Le pauvre qui n'a rien à manger, ce jour-là, est dispensé de la zakat al-fitr, qui est le monde de la rupture. Celui qui a une partie de nourriture excédant celle de la journée de la fête, c'est-à-dire un nécessiteux ou un pauvre, les gens sont venus te donner la zakat al-fitr. Toi, tu as eu pour les jours de la fête, 3 jours après la fête, le peu qui reste, toi aussi, tu dois payer la zakat al-fitr dans ce peu que vous avez. Pour cela, la zakat al-fitr devient obligatoire pour toute personne qui en a les moyens, et il faut donner la zakat al-fitr à ceux qui en ont besoin, qui sont les nécessités, les pauvres, et il faut les donner en nourriture, la nourriture qui est mangée ou qui est consommée dans l'environ, dans la région, où en cas de nécessité ou besoin, il faut donner en espèces. La zakat al-fitr, comme on vient de le dire, est payée pour toute personne qui est sous la charge du chef de famille, c'est-à-dire ses enfants, ses neveux, sa femme, ses belles, que ce soit belle-mère ou belle-sœur, s'ils sont sous sa couverte, même le servant ou la servante que nous avons dans nos maisons, elles doivent être bénéficiées de la zakat al-fitr, c'est-à-dire nous devons payer la zakat al-fitr pour eux. Pour cela, chaque personne, sa zakat fait un sa'a, qui est l'unité de mesure de la zakat al-fitr. Un sa'a. Un sa'a, dans le maïs, comme on a dit,
qu'il n'est pas recommandé par les ulémas ici en Côte d'Ivoire de donner maïs à quelqu'un. Vu que le jour de la fête, tout le monde sait que le kabato, comme on le dit quotidiennement, n'est pas le manger des Ivoiriens ces jours-là, ni le maïs, mais plutôt les riz, les couscous et autres. Donc, il est conseillé de faire sortir dans ces choses. Comme le riz est le plus consommé, donc le riz fait 2 kg 700 grammes. 2 kg 700 grammes de riz pour chaque personne. Mais pour encore faciliter, vous savez, on a des chassés de riz qu'on appelle 1 kg. En réalité, ce n'est pas 1 kg, mais c'est 900 grammes. Les 3 de ces 900 grammes-là, ça, c'est la zakat al-fitr d'une personne. Et ça fait 2 kg 700 grammes pour plus faciliter les calculs. Dans l'introduction, nous avons parlé de la journée mondiale du rein. Et cette fois-ci, nous en reparlerons avec le CN Pétir. Oui, tout naturellement. Alors, nous sommes dans le mois de mars et le mois de mars, au niveau du CNPT, a été décrété mois de mars vert. Ensemble, luttons contre l'insuffisance rénale. À ce sujet, nous restons toujours en compagnie du docteur Emmanuel Ablé pour le tueur silencieux. Le CNPT, c'est le Centre national de prévention et de traitement de l'insuffisance rénale. C'est l'institution sanitaire ivoirienne chargée de lutter contre l'insuffisance rénale. Notre siège est à Cocody, près du SAMU, au sein du complexe du CHU. Nous avons actuellement 18 antennes. Les 18 antennes, nous sommes à Cocody, nous sommes à l'hôpital général d'Adjamé, nous sommes au CHU de Trècheville, nous sommes non loin du 30e arrondissement d'Atoban. Nous sommes aussi au service médical des fonctionnaires de par notre convention avec la Mutuelle Générale des Fonctionnaires et Agents de l'État. Nous sommes à l'hôpital général de Makori. Ça, c'est pour Abidjan. Il faut ajouter notre grande antenne qui est à Yopougon au sein du CHU. Concernant nos antennes hors d'Abidjan, dans le sud Komoué, au sein du CHR, nouveau CHR, il y a une antenne. Dans la ME, au sein du CHR d'Azopé, nous avons une antenne. Au niveau de l'Indénié du Ablin, au niveau du CHR d'Abengourou, nous avons une antenne du Saint-Petit. En ce qui concerne la région du Gore, au CHR de Gagnoa, nous avons une antenne. Dans la région de San Pedro, au niveau de l'ancien CHR qu'on appelle maintenant hôpital général, nous avons également une antenne. Au niveau de la région des montagnes, au CHR de Mans, nous avons une antenne. Au niveau d'Aloa, dans la belle cité des Antilopes, nous avons une antenne du CNPT au CHR. À Yamoussoukro, nous partageons le même site que le SAMU. À Boaké, nous avons 2 sites. Le premier qui est partagé avec le SAMU et le deuxième site qui se trouve au niveau du CHR. Au niveau de Korogo, nous avons au CHR une antenne du CNPT. Cela fait 18 antennes et bientôt il reste au niveau du Kabadougou une antenne qui va naître bientôt, et à Bondoukou aussi aura son antenne du CNPT très bientôt, nous l'espérons cette année 2025. Le CNPT, une antenne du CNPT n'est pas seulement un centre d'hémodialyse. Le centre d'hémodialyse est là pour traiter les cas d'insuffisance rénale terminale, maladie rénale chronique stade 5. Ça, c'est un diagnostic tardif. Notre mission, c'est de traiter l'insuffisance rénale au stade terminal quand le diagnostic est fait tardivement par la dialyse ou la transplantation. En effet, la transplantation se fait en Côte d'Ivoire depuis septembre 2012 et maintenant, depuis le lundi 24 février 2025, l'équipe du professeur Akoudou Nguessan Clément, DG du CNPT, a
implémenter la transplantation dans le réseau public. 3 500 000 versus 13 500 000 dans le réseau privé pour la transplantation, et puis les médicaments anti-rigides pour ne pas rejeter le rein de l'autre qu'on a reçu. Ça va faire 50 000 par mois avec la subvention de l'État versus 300 à 400 000 par mois antérieurement. Donc, en dehors du traitement des cas d'insuffisance rénale au stade terminal avec la dialyse ou la transplantation rénale, la mission pour nous qui est plus importante au niveau du CNPT, c'est la prévention. Sensibiliser la population pour un dépistage précoce afin que lorsqu'on a le stade 1, 2, 3 ou 4 de la maladie rénale, on fasse tout pour que pendant des années, on n'arrive pas au stade 5. L'autre rôle aussi du CNPT, c'est de contribuer à la formation initiale et continue des agents de santé, des cas supérieurs de la santé dans le domaine de la dialyse et de la néphrologie. Parmi les missions du CNPT, il faut aussi ajouter la recherche en ce qui concerne les maladies rénales chroniques. Donc voici présenté le CNPT, qui est cette institution-là qui, après une passation de charge concernant le réseau public de dialyse avec le SAMU depuis le 1er mars 2019, est au service de la population ivoirienne et qui vraiment ne va pas lésigner sur les moyens pour mobiliser toutes les forces vives de la nation, les collectivités locales, les structures, les entreprises privées, toutes les bonnes volontés afin que nous mobilisions assez de ressources en complément du budget de l'État afin que nous puissions dépister très tôt pour ne pas avoir des cas tardifs de maladies rénales chroniques. C'est cela vraiment l'une de nos passions, faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de cas de maladies rénales chroniques, plus précisément d'insuffisance rénale, donc maladie rénale chronique stade 5, diagnostic tardif. Nous voulons qu'il y ait de moins en moins cela, afin que la population ne soit pas ruinée, désespérée pour mourir, alors qu'il y a de l'espoir. Il y a de quoi espérer. Il y a de l'espérance dans la maladie rénale chronique. Il y a de l'espérance. C'est pour cela que nous avons choisi le vert qui symbolise l'espérance pour le mois de mars, mars vert. L'espérance, n'ayez pas peur. Quand on parle d'insuffisance rénale, n'ayez pas peur. C'est le stade, insuffisance rénale terminale, c'est le stade 5, le dernier stade. Mais il y a de quoi espérer parce que si on vous diagnostique tout, les néphrologues sont outillés pour vous suivre afin de ralentir et d'éviter le stade terminal. Il y a de l'espérance parce que même si aujourd'hui, grâce aux efforts du gouvernement, on a de plus en plus de centres publics de dialyse, c'est un peu plus facile de trouver de la place dans le réseau public pour ne pas être obligé de dépenser entre 600 à 800 000 par mois en raison de 65 à 125 000 francs de séances de dialyse 2 à 3 fois par semaine à vie, sans compter les médicaments pour traiter l'anémie et autres. Il y a de l'espoir parce que c'est de plus en plus facile de trouver de la place dans le réseau public. Il y a de quoi espérer, il y a de quoi avoir de l'espérance face à la maladie rénale chronique, face à l'insuffisance rénale, parce que la transplantation se fait maintenant à moins de coûts depuis le 24 février 2025 par le CNPT. Donc, c'est à travers ce message d'espérance-là que nous voulons clore nos propos en appelant la population à se faire dépister dans toutes nos antennes. Et même en dehors de nos antennes, vous demandez à votre médecin diabétologue, à votre médecin cardiologue, que de toute façon, eux-mêmes le font, à un médecin généraliste, à une sage-femme, à un infirmier, s'il vous plaît, faites-moi un bilan rénal. Sans hésiter, ils vont le faire. C'est à ce prix que nous allons avoir de moins en moins de cas et que notre population va payer, va éviter de payer un lourd tribut à cette maladie qui malheureusement gagne du terrain. Mais il y a de l'espoir. Si nous nous levons ensemble, nous allons faire reculer ce mal. Je vous remercie.
Le dépistage gratuit des maladies rénales chroniques arrive près de chez vous du 3 au 7 mars 2025 à Yamoussoukro, Korogo et Boaké, du 13 au 14 à Boisflé, du 17 au 21 à Adzopé, à Bangourou et à Boissou, puis du 24 au 28 mars à Gagnoa, Mont et Daloa, du 1er au 31 mars à Abidjan au sein du CHU de Cocody et du CHU de Trècheville. Durant tout le mois de mars, profitez de ce dépistage gratuit car l'insuffisance rénale est un tueur silencieux. Venir à jeune. N'attendez plus. Infoline 01 02 30 16 12. Et voilà qui met un terme à cet autre numéro de votre émission à Tarbir sur Business 24 Africa. N'oubliez pas de suivre l'émission à Tarbir et on va rappeler les canaux de diffusion. Voilà, alors vous pouvez retrouver l'émission sur la page, la plateforme YouTube de Business 24 ou encore sur la page Facebook de Atakbir sur Business 24. Pour la rediffusion, ce sera les vendredis 17h et 22h, les dimanches à 4h et 17h, les lundis ce sera à 4h, 15h et enfin le mardi à 4h et 15h. Merci à toute l'équipe qu'on va d'ailleurs saluer au passage. La dynamique équipe de réalisation avec le chef Lignon Gilbert, l'ingénieur de son Anassé Florent et pour les cadreurs, il s'agit d'Indrin Salomon et Guy Christian. Merci à vous de nous avoir suivis. Le concept Atakbir se poursuit avec un nouveau nom, un nouveau concept. À très très vite. Et quant à nous, on vous dit au revoir et à la prochaine juste après les fêtes. Merci.